Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être là en live ou en réel ou en digital ou quelle que soit la manière. On est ravis de vous accueillir dans le cadre du Salon du Livre pour cette conférence et ce débat autour du marché de l'adaptation audiovisuelle, qui est un marché qui est en pleine expansion. Le cinéma, la télévision ont toujours eu besoin de s'inspirer des livres pour écrire des scénarios, que ce soit encore une fois de films ou de séries. Et ces derniers temps, avec l'avènement des plateformes, la multiplication, les Netflix, les Amazon, etc., le besoin de contenu pour écrire des scénarios est devenu de plus en plus grand. Et évidemment, face à la multiplication des projets qui circulent, c'est toujours une espèce une complexité pour les professionnels que sont les producteurs ou les auteurs de trouver la pépite. Et pour les éditeurs, c'est évidemment aussi un défi d'être capable d'aller proposer aux professionnels des projets susceptibles de les intéresser. Et donc, c'est un peu l'objet de cette rencontre que de voir comment, des deux côtés du marché de l'édition et de l'audiovisuel, les professionnels peuvent mieux se rencontrer et comment on peut les y aider, le on étant du côté des éditeurs ou du côté de différentes initiatives. Et pour ça, nous avons la chance d'avoir deux invités qui sont au cœur de ce processus et de cette réflexion. Nathalie Piaskowski, qui est directrice générale de la SELF, qui est la Société civile des éditeurs de langue française, et Isabelle Fauvel, qui dirige la société Initiative Film, à qui je vais d'abord demander de se présenter toutes les deux, peut-être en commençant par Nathalie et ensuite Isabelle. Et je leur demanderai à toutes les deux ensuite de nous faire peut-être un rapide état des lieux de l'état du marché de l'adaptation aujourd'hui, voilà, que ce soit pour le cinéma ou pour la télévision. Donc, Nathalie, peut-être, je vous laisse vous présenter l'activité de la SELF. Bonjour, alors la SELF, c'est un organe professionnel dont la mission initiale est de répartir les rémunérations à venir de la diffusion des adaptations audiovisuelles. Et au fil des années, la SELF a créé des événements ou créé ou soutenu d'ailleurs des événements dont la vocation est de promouvoir l'adaptation audiovisuelle. Et qu'est-ce que c'est que promouvoir l'adaptation audiovisuelle pour nous? C'est mettre en contact, faciliter le networking entre les éditeurs et les producteurs. Voilà. Et donc la SELF a à ce jour organisé plusieurs événements en propre et on a soutenu un certain nombre, puisqu'aujourd'hui on atteint quasiment le nombre de 15 événements autour de l'adaptation. Je crois qu'on en parlera après. Oui, on aura l'occasion d'en parler juste après pour détailler justement vos différentes initiatives et comment ça se passe et de quelle manière ça peut évidemment inspirer ici en Polynésie. Isabelle Fauvel, donc la société Initiative Film, peut-être que tu peux te présenter aussi, présenter l'activité d'initiative qui existe depuis un certain nombre d'années maintenant. Je te laisse en dire un peu plus. Alors, ma société s'appelle Initiative Film, donc on parle d'initiative. Ce qui concerne l'adaptation, c'est environ 20 à 30% de mon activité. L'activité d'Initiative Film est d'accompagner les producteurs, les réalisateurs, les scénaristes dans ce long processus qu'on appelle le développement et de pouvoir leur prodiguer les conseils et les services dont ce long moment de solitude qu'est le développement, évidemment, manque. Parmi d'autres choses, on peut trouver un co-auteur à un auteur-réalisateur, on peut trouver un coproducteur à un producteur au moment du développement. On est amené évidemment à faire prendre du recul sur les différentes phases d'écriture du scénario à des gens qui finalement au bout d'un moment ne savent plus très bien où ils en sont, tout en respectant le cap qu'ils veulent atteindre. Et bien entendu, on peut être amené à conseiller des livres à adapter à des gens qui nous donnent un cahier des charges ou des désirs, parce que parfois, ce n'est pas un cahier des charges. Et dès l'origine de la société, c'est-à-dire en 1993, quand je l'ai créée, moi venant de la production et ayant un véritable problème à identifier où étaient les livres adaptables, libres de droit, on en parlera, que j'aurais pu avoir envie de produire ou coproduire, eh bien, je me suis dotée d'un outil qui en fait rejoint largement les activités des éditeurs et en ce sens, la collaboration en particulier avec Nathalie a été très fructueuse. C'est qu'on se rencontre au milieu du chemin. Moi, je représente le désir des gens de cinéma ou potentiellement de la télévision
et j'essaye de traduire ça dans un langage qui désormais d'ailleurs est extrêmement bien maîtrisé de la part des éditeurs, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Et on échange des idées de romans ou d'essais, on en parlera, on n'adapte pas que du roman, on adapte de la nouvelle, du théâtre, de la BD, on en parlera plus tard. Et mon rôle, en fait, est d'abord inciter beaucoup de gens à lire, parce que ça paraît bête de dire ça, mais il y a des réalisateurs et des producteurs qui soit n'ont pas le temps, soit n'ont plus la pratique de la lecture. Donc, il faut leur donner envie. Et c'est un des rôles de ma société. Je ne négocie pas les droits ensuite, mais je m'assure évidemment qu'ils soient libres, parce que sinon, c'est donner un faux espoir à quelqu'un, et ça, c'est encore plus dramatique. Et ensuite, potentiellement, je peux trouver le co-auteur, etc., etc. Voilà, donc ça, c'est mon activité depuis 1993, et elle est relativement pérenne aujourd'hui, et elle s'exerce surtout à l'international, ce que j'aurais dû dire depuis le début, puisque les livres peuvent voyager, être traduits, être transposés, et c'est aussi un des plaisirs de l'adaptation. Un peu long, mais au moins ça place les choses. Non, merci. Puis je confirme la difficulté, la longueur et le caractère parfois très solitaire de cette phase de développement de l'écriture, étant moi-même scénariste et aujourd'hui producteur, et donc le besoin parfois d'être accompagné et soutenu. Avant de parler de la manière dont côté éditeur ou côté professionnel, on aborde la question de l'adaptation audiovisuelle et comment des stratégies et des ponts peuvent se créer, je voudrais juste que vous nous fassiez l'une et l'autre, vous partagiez votre expertise et votre expérience sur l'état des lieux aujourd'hui du marché d'adaptation en matière audiovisuelle, et notamment dans son évolution récente passée, compte tenu du fait que j'ai le sentiment, en tout cas moi dans ma pratique, qu'on fait beaucoup plus appel aujourd'hui au droit audiovisuel et à l'adaptation que c'était le cas il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Nathalie, peut-être un mot là-dessus? Oui, alors très rapidement, j'aimerais distinguer le marché cinématographique du marché audiovisuel. Hein. Je pense que c'est important. Dans le marché cinématographique, il y a environ, enfin, il y a quelques années, avant la période de crise sanitaire, on avait une place assez stable de l'adaptation dans les films sortis en salle qui était autour de 20%. Et c'était assez intéressant. Ce qui était intéressant dans ce mouvement-là, c'est qu'on a vu que la BD avait pris une place de plus en plus importante dans l'adaptation, surtout sur des programmes qui n'étaient plus destinés seulement aux jeunes publics, mais également aux adultes. Ça, c'est le premier point. Et une part aussi, au sein de ces 20% des films qui étaient des adaptations, une part de plus en plus importante des œuvres de langue française. Ça, c'était les deux points à voir. Par la suite, il y a eu deux facteurs, l'arrivée de Netflix sur le marché français, la crise sanitaire qui a mis le secteur du cinéma davantage en difficulté et donc recourant beaucoup moins à l'adaptation. En revanche, avec l'arrivée de Netflix et des autres acteurs du marché, Amazon Prime, bientôt HBO Max, Disney, etc., on a vu réellement une explosion des options audiovisuelles. Et ça, c'est important de le souligner parce que c'est un vrai nouveau facteur au sein du marché de l'adaptation. Il faut savoir aussi que ces options explosant, qui, comme vous le disiez, Franck, correspondent à une demande de contenu beaucoup plus importante, donc qui conduit les plateformes et les producteurs à faire de plus en plus appel aux œuvres littéraires, documents, etc. Il faut savoir aussi que ces options, leur taux de transformation en production est vraiment pas très élevé. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on pouvait avoir des options dont la transformation était en gros de 1 sur 6. Aujourd'hui, on est à 1 sur 15 à peu près. Donc effectivement, les options explosent, mais il va falloir attendre quand même plusieurs mois, voire quelques années, pour avoir des chiffres plus significatifs et plus parlants sur ce domaine. Peut-être une petite précision pour le public. Le mode de fonctionnement en matière d'adaptation, usuellement, un producteur prend une option, ce qui veut dire que pendant une durée de type 18 mois, il va avoir
une sorte de garantie sur les droits, une garantie temporaire sur les droits de l'œuvre, mais qu'à l'issue de cette période d'option, qui peut être renouvelée une, voire deux fois, voire plusieurs fois, moyennant finance évidemment, il s'agit de prendre les droits définitifs du livre, donc de payer l'intégralité des droits du livre pour en acquérir le droit d'adapter. Et donc le taux de transformation qu'évoquait Nathalie, c'est le fait que au départ, les producteurs prennent des options, développent des projets, vont voir des partenaires, mais parfois, et un certain nombre de fois, le projet n'aboutit pas, il ne se tourne pas, et donc l'option n'est pas transformée en une cession de droit. Voilà, c'était juste pour éclairer nos spectateurs. Oui. Et question, pourquoi, selon vous, Isabelle ou Nathalie, la particularité de l'arrivée des plateformes sur le marché de l'adaptation, est-ce que c'est simplement un effet de volume qui est qu'elles sont arrivées avec une envie et un besoin surtout de projets rapidement diffusables, ou est-ce qu'il y a une éventuelle particularité dans la manière de travailler de ces plateformes, et en particulier liée au fait qu'elles sont américaines? De mon point de vue, en fait, bien sûr qu'il y a un rapport à la quantité et du coup à un besoin rapide. Et donc le besoin rapide, quand on trouve des ouvrages qui portent déjà des histoires construites, on pense qu'on gagne du temps, on n'en gagne pas toujours quand il s'agit d'adapter, mais néanmoins on a déjà une histoire des personnages, presque une bible pour parler comme parlent les gens de la série. Mais je pense qu'il y a aussi autre chose, c'est qu'en fait, pendant des années, et bien que comme tu l'as judicieusement rappelé, on a toujours adapté au cinéma, et même je dirais que le début du cinéma, comme les scénaristes n'existaient pas puisque c'était un métier nouveau, c'était les écrivains qui écrivaient des histoires pour le cinéma, même si après ils ont passé la main. Et donc les premiers scénarios étaient soit des adaptations directes, soit des choses écrites par Prévert et d'autres. Voilà. Puis après il y a eu un métier qui était scénariste et on a continué à adapter, mais différemment. Il se trouve que tu as raison, il y a quelques dizaines d'années, en tout cas au cinéma, on adaptait moins parce que je pense qu'on a mal interprété ce que c'est un auteur au cinéma. Et en fait, on a eu une espèce, surtout en France, une espèce d'outrecuidance à penser qu'on était un auteur complet si on écrivait sa propre histoire. Enfin, en tout cas, une histoire qui sortait de sa propre imagination et pas si on adaptait. Et donc ça a terni un tout petit peu le rapport à l'adaptation. Ça a fini par évoluer et je pense que ça a aussi évolué grâce à toutes sortes d'initiatives qui ont été faites au profit de jeunes générations qui n'avaient peut-être pas ces préjugés. Et ces préjugés perduraient alors qu'on voyait bien des grands cinéastes qui avaient adapté toute leur vie, hein. Pour en citer qu'un, Kubrick, voilà, bon, bref. Mais le fait est que c'était pas revenu dans les mœurs, et c'est revenu dans les mœurs aujourd'hui côté cinéma. Évidemment, côté télévision, on n'est pas du tout dans la même problématique. On ne se dit pas, est-ce que je suis un auteur, est-ce que je suis… D'une certaine façon, c'est une commande. Donc, que la commande soit tirée d'un ouvrage ou que la commande soit tirée d'une œuvre originale d'un scénariste lambda, c'est à peu près pareil par rapport au désir qu'on peut avoir d'avancer. Donc, je pense que c'est ça, en dehors des questions de volume, qui peuvent aussi expliquer pourquoi on prend autant d'options. Et pour le public, qui pourrait se demander, mais pourquoi finalement on prend une option, on n'a qu'à pas la prendre. Et puis, oui, mais l'option, ça protège contre la concurrence. D'abord, c'est totalement illégal de ne pas prendre une option. Oui, bien sûr, oui. Mais surtout, c'est que c'est un peu comme quand vous achetez une maison, quoi. Il y a une promesse de vente, et pendant le temps de la promesse de vente, personne ne peut l'acheter à votre place. Et après, vous pouvez y renoncer. C'est exactement le même principe, en fait. Et du coup, ça fonctionne très bien. Alors, je voudrais juste retirer un préjugé, ça m'est très fort à cœur, c'est qu'on entend très souvent que les très jeunes gens, les très jeunes cinéastes ne veulent pas adapter et que finalement, ils sont égocentrés, ils veulent raconter que leur petite histoire de nombril. Alors oui, ça existe, surtout en France d'ailleurs, mais c'est faux. En fait, la vraie difficulté, c'est que sur un très jeune cinéaste qui n'a fait une très jeune cinéaste qui n'a fait qu'un court-métrage, par exemple, il y a très peu de gens qui vont investir sur une option, même si l'option n'est pas chère, en fait, en gros, et a fortiori sur un co-scénariste. Donc, bien entendu, les jeunes gens, ils écrivent leurs propres histoires. Et après, le verre est dans le fruit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont commencé leur carrière, et si en plus ça marche en faisant leurs propres histoires, ils vont avoir du mal après à se rendre compte que l'adaptation peut leur apporter autre chose. Mais en réalité, au départ, ça n'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils n'ont pas les moyens d'optionner, ou ils pensent qu'ils ne l'ont pas, parce que parfois ils l'ont, et des producteurs se disent, bon, on verra comment il évolue avant de pouvoir prendre des options pour lui. Voilà. C'est une petite parenthèse, mais j'en ai vraiment assez d'entendre ce lieu commun, comme quoi les jeunes cinéastes ne veulent pas adapter, parce que c'est faux, en fait.
Alors, tant mieux. Nous sommes ravis de cette précision. Merci pour ce petit tableau un peu de la situation actuelle. Et maintenant, je voudrais qu'on rentre un peu dans le vif du sujet, qui est comment, côté éditeur et de l'autre côté professionnel de l'audiovisuel, comment se passent les choses et quelles sont les stratégies, entre guillemets, que chacun emploie pour avancer au mieux dans le chemin d'adaptation. Je voudrais commencer par les éditeurs, puisqu'ils sont à l'origine, entre guillemets, compte tenu du fait qu'ils détiennent les droits des livres qui vont être adaptés. Et je voudrais que vous nous parliez un petit peu justement de leur travail au quotidien pour valoriser leur catalogue, c'est-à-dire l'ensemble des livres qu'ils ont édités dont ils détiennent les droits d'adaptation, à la fois pour justement gérer ce catalogue et sa promotion auprès des professionnels, gérer évidemment la question de la vente des droits et gérer l'ensemble des outils dont ils peuvent disposer ou utiliser pour pouvoir faciliter l'accès des professionnels que nous sommes, scénaristes et producteurs, à faciliter l'accès aux œuvres dont ils détiennent les droits. Nathalie, peut-être un mot là-dessus? Oui, 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 tout à fait. Donc, les éditeurs sont le plus souvent, et ça, je pense que c'est important de le dire, sont titulaires des droits d'adaptation que les écrivains leur ont cédés. Et c'est une situation qui est vraiment propre à la France et à quelques rares pays européens. Donc, ça, c'est une dimension importante du marché et du marché des œuvres françaises. Donc, les éditeurs sont titulaires des droits d'adaptation audiovisuelle. Et donc, il y a beaucoup de structures d'édition qui se sont dotées d'infrastructures et notamment de personnes spécialisées dans la négociation des droits audiovisuels. Parce que négocier des droits audiovisuels, c'est un métier. Il faut d'abord identifier un certain nombre de producteurs et ensuite faire de la prospection, c'est-à-dire que les chargés de droit au sein des maisons d'édition font de la prospection, pratiquement de la prospection commerciale, en contactant les producteurs et en leur proposant le plus souvent des nouveautés. Ça, c'est aussi une caractéristique, mais je pense que Isabelle en parlera tout à l'heure, puisque nous, à la SELF, on essaye d'inciter les éditeurs à puiser dans leur fonds de catalogue pour les proposer aux producteurs. Et donc, les éditeurs font ce travail, mais ils ont besoin aussi de cercles dans lesquels ils peuvent proposer ces œuvres. Et c'est dans ce contexte que la SELF intervient extrêmement activement dans le cadre d'événements qu'elle crée. Il y a notamment les rencontres de l'audiovisuel du Salon du Livre à Paris, il y a Shoot the Book à Cannes, oui. Non, mais vous pouvez peut-être nous en dire plus longuement sur ces initiatives, justement, que ce soit Shoot the Book à Cannes, le fonctionnement concret et ce que ça apporte et aux éditeurs et aux professionnels de l'autre côté. Tout à fait. Alors, Shoot the Book, c'est vraiment un événement qui est dédié aux producteurs internationaux, même si de nombreux producteurs français y viennent. Donc, l'idée, c'est de on fait un appel à candidature auprès de tous les éditeurs membres de la SELF qui proposent des ouvrages dont ils donnent un résumé. Ces ouvrages et ces dossiers sont ensuite soumis à un jury de professionnels de l'audiovisuel qui sélectionnent des œuvres qui sont ensuite pitchées à Cannes devant un parterre de producteurs. Et dans un second temps, il y a… Pitché par qui, du coup? Par les éditeurs eux-mêmes. Par les éditeurs. Par les éditeurs, pitché en anglais par les éditeurs. Et dans un second temps… Et donc, c'est automatiquement, pardon de vous couper, c'est automatiquement des œuvres qui sont dont la traduction en anglais est déjà disponible ou pas toujours? Vous faites bien de poser la question. C'est un des critères pour participer à Shoot the Book, c'est que l'œuvre soit au moins traduite dans une langue. Voilà. Ça, c'est très important. Dans une des 6 langues, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, mais c'est soit anglais, allemand, italien, espagnol et chinois. Et chinois, absolument. Voilà. Si je peux me permettre juste sur le jury, parce que c'est important de comprendre s'il y a des éditeurs qui nous écoutent et qui veulent et qui sont membres de la SELF.
Le jury, puisque Nathalie m'a donné la possibilité de le constituer depuis l'origine de Shoot the Book, il y a un point d'honneur à ce que ce soit des gens de nationalité, enfin de pratiquement tous les continents. On a rarement des gens d'Océanie, malheureusement, de presque tous les continents, des hommes et des femmes, de générations différentes et principalement de 4 professions. Des producteurs, des scénaristes, des réalisateurs et des distributeurs. Parce qu'on pense qu'en couvrant ces professions-là, parfois il y a des aliens, il y a un monteur, il y a un chef-op, voilà, ou une monteuse, un chef-op, mais l'idée c'est véritablement de mettre ensemble des gens qui ont rarement la possibilité de réfléchir de cette façon-là. Et c'est vrai que les scénaristes répondent présents très vite parce qu'ils voient tout de suite leur intérêt. C'est forcément un peu plus compliqué d'attirer d'autres gens parce qu'il y a de la lecture à faire et dans un temps imparti. Mais en réalité, ça nous donne toujours beaucoup de surprises avec Nathalie de voir ce qu'au final, ils vont sélectionner comme étant les 10 ouvrages. Parce que venant des 4 continents et de différentes professions et de différentes générations, nécessairement, il y a des choses qui sortent auxquelles on ne s'attendait pas. Voilà. Et donc, la présélection qui est ouverte à ce jury, ça représente combien d'ouvrages à peu près? On a environ 35 candidatures. Il y en a 10 qui sont retenues. Aujourd'hui, on est en train d'ouvrir davantage même à l'édition étrangère et on risque d'avoir 40 ou 45 candidatures. Il y a beaucoup d'éditeurs étrangers qui sont aussi intéressés par cet événement. Et donc, c'est roman, enfin, fiction, non-fiction, BD aussi, enfin, c'est tout support, tout genre, entre guillemets. Voilà, tout support. On a eu une fois une œuvre de non-fiction sélectionnée, sachant qu'à Cannes, c'est vrai que la jeunesse n'a pas trop sa place, même si on invite quand même les éditeurs à ne pas faire de discrimination entre les types d'œuvres. Et on a peu de non-fiction. Mais pour autant, c'est arrivé et on sait qu'on a de plus en plus des producteurs qui sortent même du cinéma pour aller vers l'audiovisuel. Donc, je pense que la tendance va s'accentuer dans les années à venir et on va avoir, je pense, des sélections de plus en plus ouvertes. Je voulais simplement dire concernant le jury, ce qui est amusant aussi, c'est qu'on a toujours une sélection qui est à l'image du jury. C'est-à-dire que c'est aussi pour ça qu'avec Isabelle, on était convenu de renouveler en totalité chaque année le jury, parce que la sélection d'une œuvre, ou plutôt la détermination de son adaptabilité, est quelque chose de très subjectif, éminemment subjectif. Et par conséquent, d'un jury à l'autre, on pourrait avoir une sélection totalement différente. Et donc, ça invite à beaucoup d'humilité. Ça fait maintenant 10 ans que je travaille dans le secteur de l'adaptation. Je me garderai bien de jugement a priori définitif sur l'adaptabilité des œuvres. C'est une vraie question pour un scénariste habitué à avoir fait de l'adaptation et ayant déjà participé à ce genre de jury sous d'autres circonstances. C'est vrai que c'est étonnant à quel point on peut débattre et être pas du tout d'accord sur le caractère adaptable ou pas adaptable d'une même œuvre entre différents regards. C'est assez drôle. Et du coup, donc ces 10 sélectionnés sont présentés à Cannes. À des professionnels et il y a quoi? Il y a un jury au final qui décerne quelque chose ou c'est simplement une exposition d'œuvres à destination de professionnels du cinéma à l'international? Oui, c'est exactement ça. C'est une exposition d'œuvres. Pour l'instant, il n'y a pas de prix décerné. Je n'exclus pas l'idée. C'est aussi plus ou moins en projet. Mais pour l'instant, c'est une exposition d'œuvres et c'est très important. C'est très important, pourquoi? Parce que ça permet aussi à de petites structures d'édition d'avoir une visibilité très large, immédiate. C'est-à-dire que chaque éditeur pitch pendant 3 minutes au maximum, avec l'aide d'un modérateur qui ensuite va fouiller le titre en posant un certain nombre de questions pour avoir justement donner un côté moins statique au pitch. Il est vrai que les éditeurs sont beaucoup moins à l'aise que les scénaristes pour pitcher leur scénario. Les scénaristes ne sont pas toujours très à l'aise pour pitcher leur scénario non plus. C'est un Non, art très mais tu vois, difficile. j'en ai vu qui étaient vachement bien, quoi. Donc, et les éditeurs, a priori,
c'est pas leur fonction, l'oral, c'est plutôt l'écrit, leur fonds de commerce. Donc, on a cherché des solutions pour rendre les choses peut-être moins difficiles, parce que pitcher, c'est pas facile. Pitcher devant Cannes. c'est pas facile. À Cannes Voilà, en plus. Oui. Cannes. Et en anglais, ça crée des tensions, quoi. Donc, ce qu'on essaye de faire maintenant, c'est de préparer des capsules vidéo de 2 minutes 30 qui donnent ensuite lieu à débat avec le modérateur. Et du coup, d'ailleurs, Isabelle, dans ta participation à l'opération, est-ce que tu contribues à former, entre guillemets, ou à aider les éditeurs à l'art difficile du pitch? En fait, ça, c'était le tout début, parce que je dois reconnaître que les éditeurs français aujourd'hui, en tout cas ceux qui régulièrement participent à Shoot the Book, n'ont plus tellement besoin de formation. Ils ont besoin d'une répétition dont je ne me charge plus, puisque finalement, ils ont besoin de répétition aussi beaucoup pour leur anglais. Donc, c'est des Anglaises qui s'en chargent. Mais c'est vrai qu'au départ, il a fallu vraiment, mais de la même façon qu'on le fait avec les gens du cinéma, hein, il a fallu vraiment mettre le pied à l'étrier, pas simplement pour pitcher, mais aussi pour au début même pouvoir trouver les bons livres à présenter à Shoot the Book, par exemple, parce que indéniablement, et plus l'éditeur est gros, plus son catalogue est immense. Et donc, que prendre? Alors, c'est vrai qu'avec Nathalie, on a beaucoup de discussions là-dessus, où la tendance est toujours de proposer la nouveauté. Et bon, moi, dans mon activité, j'essaye de proposer à mes clients autre chose que la nouveauté, en pensant qu'ils vont malgré tout connaître la nouveauté, enfin en tout cas y avoir accès. C'est vrai qu'à Cannes, compte tenu que l'auditoire est international, la nouveauté fait plus sens, puisque c'est pas parce que c'est nouveau pour nous et que c'est sur la table des libraires que les Allemands, les Australiens ou les Japonais connaissent nos nouveautés. Donc là, ça fait plus sens de les présenter. Mais c'est vrai que savoir déjà comment sélectionner l'œuvre qui a le plus de chances, non seulement d'être sélectionnée à Shoot the Book, mais de fertiliser l'imaginaire d'un producteur présent ou d'un scénariste ou d'un réalisateur présent, c'est compliqué. Donc, il faut bien sûr désapprendre pour les éditeurs, mais quand il y a des cellules spécialisées, ce n'est pas difficile, la façon qu'on a de présenter nos livres, leurs livres à des libraires, qui n'est pas du tout la même chose, pour apprendre à suggérer des images à des gens de l'audiovisuel, parce que c'est un peu ça, nous on fonctionne, si on visualise, on commence à imaginer qu'il y a un film en gros. Et ça a été un processus, on voit tout à fait les résultats aujourd'hui, puisque là, moi je coach un groupe d'éditeurs suisses qui n'ont jamais fait ça, et je mesure le chemin parcouru par les éditeurs qui ont l'habitude d'aller à Shoot the Book, ou d'aller à Polar en série, puisque ça, toi, tu connais, Franck, pour avoir été jury. Donc, on en parlera tout à l'heure. Et du coup, effectivement, il y a une grande différence. Et alors, à la fois, je dirais que ce qui est un tout petit peu triste en ce moment, mais Nathalie, elle fait tout un travail pour pouvoir accueillir des éditeurs indépendants, c'est que comme tous les éditeurs se regroupent, en fait, dans les groupes, du coup, il y a un ou deux porte-paroles qui font ça très, 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 très bien, mais au bout d'un moment, on en a un peu assez de les avoir sur l'estrade. Et du coup, il faut laisser la place à des gens qui ont moins l'habitude de le faire, mais qui le font moins bien. Donc, il y a tout un travail d'harmonisation. Mais ça, je dirais que c'est tout c'est l'activité vraiment de la self à l'année, de sécuriser un espace convivial où les gens puissent se sentir bien pour le faire, tout en étant très rigoureux sur le résultat. Et alors moi, j'ai deux questions par rapport à la sélection que les jurys que vous participez à faire, et sur l'expérience de ces dernières années, parce qu'il y a deux questions dans le fond que ça pose. C'est d'abord la différence entre petit 1, l'adaptabilité, et petit 2, l'opportunité à l'adapter, qui n'est pas tout à fait la même chose. Un livre peut être adaptable, mais que ça ne soit pas nécessairement, ils ne correspondent pas à la tendance du marché, entre guillemets, si tant est que les deux mots tendance et marché aient un sens. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question que je trouve intéressante dans le fait que ça soit pitché à des producteurs étrangers ou auteurs étrangers, c'est le fait que ça engage aussi la perception des étrangers sur ce que c'est que la littérature française, enfin, ou que le livre français, et donc un peu la France. Et qu'est-ce que vous pourriez nous dire de votre expérience sur ces deux côtés, sur ces deux aspects? La première question, La première question, c'est… Oui, la première question, c'est distinguer l'adaptabilité de l'opportunité d'adapter. Absolument. Voilà. Moi, je peux commencer.
Et puis, Commence. l'adaptabilité, alors ça, c'est effectivement la grande question. Et comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment pas une science exacte, parce que je me souviens notamment de l'exemple de Notre-Dame du Nil de Scholastique Mukasonga, qui se déroulait au Rwanda. Et le jury, à l'époque, avait dit ce livre n'est pas adaptable parce que ça se déroule au Rwanda, c'est pas imaginable, c'est pas transposable, etc. Le film est sorti il y a un an, réalisé par Les films du tambour, et c'est Aki Kraimi qui a été le réalisateur. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Mais pour autant, c'est vrai que l'opportunité d'adapter, il peut y avoir des sujets qui ne sont pas du tout dans l'air du temps, ou pour lesquels le public n'est pas prêt à recevoir certains sujets, notamment. Oui, ou les financiers, enfin tous les partenaires, les plateformes, etc. Oui, tout à fait. Ça c'est le cas des films historiques, notamment. Des films historiques à costume. On nous dit souvent, trop cher, évitez les romans historiques. Ça participe de la conversation que le jury a au moment de la présélection, ou c'est plus simplement des envies et des avis personnels hors du marché, entre guillemets? Là, je peux répondre, mais comme quand on a environ 8 nationalités différentes, si tu veux, leur rapport au marché, et qu'en plus, c'est des professions différentes, n'entre pas du tout en ligne de compte. Ils parlent vraiment de coups de cœur, de choses qu'ils verraient eux-mêmes à l'écran et pourquoi et comment. Après, je suis contente que tu aies mis des guillemets quand tu as parlé de tendance et de marché, parce que ce que malheureusement les financiers oublient toujours, c'est que qu'est-ce que ça veut dire le marché? Aujourd'hui, on est en novembre 2021. Admettons que vous trouviez le livre de vos rêves à adapter en décembre 2021. Il sortira en salle, si tout va bien, on va dire en 2025, le film. Alors, qui va nous dire en 2025 que va être le marché? Quelle absurdité de parler du marché d'aujourd'hui pour parler du marché de demain. Si évidemment j'ai un film en post-production et qui peut sortir dans 3 mois, je comprends qu'on parle de marché, mais quand on n'est même pas au début du développement, c'est une aberration totale. Donc, je pense que c'est aussi un espace de liberté, Shoot the Book, pour ne pas épouser la tendance d'un marché d'aujourd'hui, mais plutôt pour amorcer des coups de cœur, des rencontres entre des univers, entre, comme tu dis, la richesse de la littérature française transposable, parce qu'en réalité, c'est ça le vrai critère qui peut infuser dans le public de Shoot the Book ou d'autres manifestations. C'est je suis un producteur allemand, je suis un producteur hollandais, je suis une réalisatrice rwandaise. Est-ce que ce qu'on vient de me raconter peut aussi me parler et être transposé géographiquement ou temporellement, puisqu'effectivement, on a peur du coût des films historiques. Et ça, c'est peut-être la dernière chose qui est un tout petit peu compliquée pour les éditeurs à véritablement métaboliser, c'est la question de la transposition. Et qui pourtant est un véritable… Il y a 2 gages d'adaptabilité de mon point de vue. Il y a le nombre de langues de traduction du livre qui donne infiniment plus de chances à l'ouvrage d'être adapté hors de ses propres frontières. Et il y a la capacité d'une intrigue à être transposée, soit temporellement, soit géographiquement. Plus c'est le cas, ça ne veut pas dire que meilleur le livre est, hein, mais plus les possibilités d'adaptation s'ouvrent en réalité. Et oui, il y a des tendances, mais pas forcément des tendances comme on l'entend, c'est-à-dire que, disons qu'il y a des tabous qui tombent. Quand moi j'ai commencé ce métier, y compris en production, on n'avait pas le droit de parler de SF. La science-fiction, c'était le grand tabou français. On a pourtant une très belle tradition d'auteurs de science-fiction des années 70, que tout le monde visiblement a oublié au profit de sommités également, mais plutôt nord-américaines. Et ça, ce n'était pas possible. Et puis, il y avait une autre chose qui était extrêmement méprisée, c'était d'adapter les ouvrages jeunesse. D'abord, il y en avait moins, il faut reconnaître, hein, parce que quand nous, on était très jeunes, on lisait très vite de la littérature pour adultes, puisqu'il y avait un gap entre les trucs vraiment pour l'enfance et les trucs pour les adultes. Comme on se voulait adulte, on lisait très vite de la littérature adulte, on n'en est pas mort d'ailleurs, au contraire. Et là, vraiment, moi je me souviens, les premiers clients à qui j'ai proposé la littérature jeunesse, ils se demandaient si je ne déraisonnais pas. Et j'avais beau leur dire, vous savez, Mrs. Doubtfire, c'est un livre jeunesse.
Ils me disaient « Ah bon, t'es sûr ?» Aujourd'hui, il n'y a plus ces clivages. On peut apporter des livres de l'école des loisirs, peut-être pas des albums pour les tout petits, hein, mais, parce que là, c'est plus pour l'animation et c'est une autre niche. Mais voilà, il y a beaucoup moins de clivage, il y a beaucoup plus de porosité positive. C'est même d'ailleurs le cas chez les romanciers et romancières, puisqu'il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices qui passent presque indifféremment d'un genre à l'autre, me Absolument. semble-t-il. Absolument. Et ça, du coup, c'est une nouveauté, c'est une tendance. Mais dire que nous, à Shoot the Book, il faut qu'on épouse l'idée que les décideurs puissent entendre que ça est dans l'air du temps, j'y crois pas trop. Et puis, ce que je trouve être la grande qualité des événements qui ont été soutenus par la SELF ou créés par la SELF, c'est qu'en fait, c'est un phénomène d'évangélisation. En fait, on est là pour rappeler aux gens que la littérature, même s'ils le savent, hein, est une source mais véritablement inépuisable d'inspiration, et pas d'inspiration pour voler les sujets, mais pour finalement faire des mariages d'amour ou de raison. Et ça, je pense que c'est très important. Après, ça a aussi donné lieu à du concret, hein, c'est pas ça, mais Et alors voilà. justement, quels sont les exemples d'ouvrages qui ont été repérés à Shoot the Book et qui ont eu derrière un destin sous forme audiovisuelle, de cinéma, j'imagine principalement, puisque c'est à Cannes? Alors, oui, c'est à Cannes. Alors, c'est pas simple. La réponse n'est pas simple. Bon, il y avait Notre-Dame du Nil. Il y a beaucoup d'ouvrages qui sont encore sous option. On a fait récemment une étude à la SELF pour essayer de calculer quelles étaient les retombées de ces événements. Quand on parle de retombées, on ne parle pas tant de films, c'est-à-dire de processus de production qui fait suite à l'option. Nous, notre rôle, en gros, on est un entremetteur. On fait l'entremise entre l'éditeur et le producteur. Donc, on considère que notre fonction a eu du succès dès lors qu'il y a des options de conclure. Mais comme on le disait tout à l'heure, toutes les options ne conduisent pas, malheureusement, à la production de films. Donc, on sait qu'en termes d'options seulement, donc je précise bien, en termes d'options, on a des retombées de l'ensemble de nos événements de l'ordre de 20%. C'est-à-dire un titre sur 5 qui est sélectionné à Shoot the Book conduit à une option. Après, il faut mettre les réserves que j'avais mises sur les options tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y en a 1 sur 6 et aujourd'hui probablement 1 sur 10 qui conduit à un film. Et alors, pardon Nathalie, je vous ai coupé. Non, je vous en prie. Est-ce qu'il y a des... Enfin, je connais un peu la réponse, mais est-ce qu'il y a des initiatives similaires, mais dans les salons audiovisuels, salon du livre, où justement il y a une initiative qui crée une passerelle avec le monde de l'audiovisuel, mais du coup dans le côté du monde des éditeurs et du salon du livre, qui est un peu à l'image d'ailleurs de ce qu'on est en train de faire là. Isabelle, tu parlais de polar en série dans le cadre de Quai du Polar à Lyon. Tu pourrais peut-être nous en dire un peu plus sur le fonctionnement. Une opération qui est totalement en lien avec la SELF aussi. Alors, en fait, donc Lyon a cette manifestation merveilleuse, je crois la plus grande manifestation mondiale de polar, réunissant des auteurs du monde entier. Et toute la ville se met à vivre je dirais, au son du polar, c'est-à-dire ils investissent des lieux comme la morgue, comme le palais de justice, etc., pour faire des manifestations liées au polar. Et du coup, c'est vrai qu'il y a quelques années, on s'est dit, mais finalement, il faudrait faire aussi une passerelle. Et la passerelle, on a choisi de la faire immédiatement sur la série, alors que ce n'était pas encore véritablement la mode. Je crois que c'était il y a 9 ans de mémoire. Alors au début modestement, parce que finalement la série en France était encore balbutiant, enfin en tout cas c'était pas aussi évident pour tout le monde, et aussi pour les éditeurs, parce que autant il y avait une pratique de réfléchir à qu'est-ce qui pouvait être adaptable en film, 1 égale 1, mais 1 égale 5, 6, 10, voire plusieurs saisons, là ça devenait compliqué. C'est une autre problématique même d'un point de vue scénaristique. Et pour nous, moi au début je me suis dit, mais est-ce que je suis véritablement compétente
pour mener cette réflexion. Et puis, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et donc, là, le principe, il est relativement simple, on va aller assez vite. C'est pareil, il y a un appel à candidature de la SELF. Là, beaucoup plus d'ouvrages qui nous arrivent, on dirait entre 50 et 70 selon les années. Il y a donc une présélection qui est faite à la fois avec des écoles de cinéma qui ont une section série, puis évidemment les équipes de Quai du Polar et j'allais dire les équipes d'Initiative Film, nous ne sommes pas si nombreux, mais enfin voilà, on va dire Initiative Film. On arrive à une dizaine de romans en janvier pour en garder que 6. Et là, quand je dis roman, encore une fois, c'est une erreur. Ouvrage, puisqu'il y a toujours une BD à minima. Voilà, exactement. Et puis ensuite, de la même façon, alors là, le jury, c'est tout à fait intéressant parce que on parvient à avoir pratiquement tous les diffuseurs de séries. Et du coup, l'avantage, c'est que là, on a quasiment des gens qui ont le pouvoir de décision sur ensuite, est-ce qu'ils iraient sur tel type de série. Et puis, on a toujours un scénariste, un producteur, un réalisateur de série. Et là, comme tu étais là, tu pourrais même mieux parler que nous du débat, puisque tu en faisais partie. Et là aussi, chaque année, on renouvelle, à part les diffuseurs, puisque les diffuseurs, eux, restent. Et c'est toujours très intéressant de voir les différences, effectivement, de vision sur est-ce adaptable, oui, non, est-ce transposable, oui, non. Est-ce qu'une chaîne française s'engagerait, parce que là, c'est pour la France, sur ce type de série. Et du coup, là, et Nathalie va en parler, il y a beaucoup plus de pourcentage d'options sur Polar en série, puisque je dirais que d'une certaine façon, on a toute la chaîne dans la salle des délibérations. Oui, j'ai envie de dire que sur Polar en série, on a un pourcentage très élevé, on est à près de 40% d'options sur les 6 titres, hein, puisque les titres sélectionnés sont au nombre de 6. On a 40% d'options, ce qui est énorme. Et ça correspond à la fois au format qui fonctionne très bien, au fait qu'on s'adresse à une population de producteurs hexagonaux et au fait que le polar est quand même un genre extrêmement porteur dans la série. Oui, ce qui est clair, c'est que autant il n'y a plus beaucoup il y a beaucoup moins de polar au cinéma qu'il y avait avant, autant le polar est l'une des grandes sources d'inspiration des séries en France aujourd'hui depuis 20 ou 30 ans. Et juste moi, pour partager un peu mon expérience personnelle, effectivement, du jury auquel j'ai participé une année, ce qui était assez passionnant dans les débats, c'est à quel point il y avait à la fois une réflexion sur le caractère adaptable des ouvrages, sur éventuellement effectivement l'opportunité de le faire en France, compte tenu de la présence de diffuseurs autour de la table et de ce que ça pourrait se faire, on pourrait ne pas se faire. Mais il y avait aussi une autre question qui se pose et qui est une vraie question de scénariste, qui est la différence entre adapter un ouvrage en unitaire, donc en film ou en téléfilm, c'est-à-dire dans une durée limitée à 90 minutes ou 2 heures, ou d'être capable de l'adapter dans une mini-série ou dans une série, qui sont autant de questions purement scénaristiques qui ne sont pas toujours, dont on n'a pas toujours la réponse dans le livre lui-même, mais le livre peut inviter à creuser un certain nombre de pistes. Et moi, j'avoue que j'avais trouvé les conversations assez passionnantes autour de la table avec les différents membres du jury. Et je dois préciser aussi que la présélection, puisque évidemment en tant que membre du jury, on n'avait pas les X, je ne sais pas combien vous recevez de propositions, mais on n'en avait qu'un nombre restreint. Et la présélection était vraiment d'un très haut niveau en termes de matériel à adapter. C'est vraiment des histoires fortes, des univers, des propositions. Et d'une certaine manière, à chaque fois, il y avait possiblement derrière une adaptation, mais il fallait bien ensuite sélectionner, puisque là, pour le coup, il y a un prix à la différence de Shoot the Book. Alors, pour répondre aussi à un critère différent, puisque tu voulais qu'on fasse la différence entre quand on est au sein d'un événement littéraire ou quand on est au sein d'un festival de cinéma, je pense qu'il y a quelque chose qui a beaucoup embarrassé les premiers débats de Polar en série. C'est comme on se retrouvait dans la Mecque du Polar. On avait du mal à pousser les membres du jury à se départir de l'idée qu'on n'allait pas primer le livre le mieux écrit,
mais le livre le plus adaptable. Et en plus, ça, c'est compliqué quand on est français parce qu'il y a une sacralisation de l'objet livre en tant qu'objet littéraire. Et c'est vrai que cette année-là, on avait un roman qui était sublimement bien écrit, qui ne sera jamais fait à la télévision française, en tout cas, pour de multiples raisons. Et ils ont voulu donner un prix ex aequo parce qu'ils avaient l'impression qu'ils seraient jugés d'avoir écarté ce livre au profit d'une petite intrigue, qui était un livre plutôt pas très bien écrit, mais qui était parfaite pour l'adaptation. Et ça a donné lieu à des débats tellement longs qu'aujourd'hui, je ne sais pas si tu te souviens, mais en tout cas, moi, j'introduis toujours, parce que je suis modérateur du jury de Polar en série, j'introduis toujours la modération, la session en disant « Attention, nous ne sommes pas là pour donner un prix littéraire, mais pour donner un prix à l'ouvrage le plus adaptable. » Et ça, c'est souvent une confusion aussi. Et du coup, le message est passé, entre guillemets, au fil du temps maintenant pour parmi les je jurys. pense que ça s'est décomplexé quelque part. Et puis, alors, on est très, très, très content quand ça allie les deux, évidemment. Hein, mais franchement, ce n'est pas ça l'idée. On n'est pas un jury de prix littéraire. Voilà, donc, mais c'est difficile. Et c'est beaucoup plus facile avec les anglo-saxons, qui n'ont pas du tout ce complexe-là, en fait. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de littérature, hein, mais ça veut dire qu'ils n'ont pas ce problème de se dire on va être jugé parce qu'on n'a pas primé le livre le mieux écrit. Mais est-ce que ça veut dire que c'est lié au fait que c'est une présence dans un salon du livre, justement, et que donc il y a nécessairement un peu la tradition de primer la qualité littéraire d'abord? Alors là, Pardon, non, vas-y. Non, il y a un deuxième événement parce que effectivement, avec les Shoot the Book, avec d'autres événements, c'est les éditeurs qui vont aux producteurs. Donc, avec Polar en série, effectivement, c'est les producteurs qui viennent aux éditeurs, mais il y a une autre manifestation qui est dans le même ordre d'idée, c'est les rencontres que la SELF organise au sein du Salon du Livre. C'est un événement qui existe depuis 13 ans maintenant et alors là, il n'y a pas de sélection, il y a juste un catalogue qui est formé à partir de 4 ou 5 titres que les éditeurs choisissent, qu'ils envoient à la SELF dans le cadre d'une fiche assez courte. Et le catalogue qui résulte de ces propositions de titres sont envoyés aux producteurs. Et ensuite, le jour des rencontres, il y a pendant en gros de 10h à 19h, il y a un gigantesque speed dating entre éditeurs et producteurs. Il y a 100 éditeurs représentés, 250 producteurs exclusivement français qui viennent rencontrer les éditeurs par section de 20 minutes. Et donc, c'est des rencontres en tête-à-tête à la demande de producteurs qui ont sélectionné parmi la sélection que vous avez envoyée les livres qui leur paraissent intéressants. Tout à fait, tout à fait. Et ça se fait. Donc, on envoie le catalogue avec un mois avant les rencontres, de manière à ce que les producteurs puissent déterminer qui ils souhaitent rencontrer. Et ensuite, ils demandent des rendez-vous à travers une base de rendez-vous. Et là, c'est un outil qui sert vraiment de programmation des rendez-vous entre éditeurs et producteurs. Mais généralement, les producteurs, la première chose que les producteurs demandent aux éditeurs, c'est « Ok, on a vu le catalogue, maintenant, qu'est-ce que vous avez d'autre? Qu'est-ce qui va paraître ?» Voilà. Ah oui. Alors, pour le public qui nous écoute, il y a deux choses quand même qui seraient peut-être bon de préciser. C'est que dans la réalité des faits, pour faire aussi la différence entre télévision et cinéma, à la télévision, les producteurs sont des prescripteurs. Je veux dire, ça existe qu'un réalisateur ou une réalisatrice apporte une idée d'adaptation à un producteur, mais bien entendu, c'est plutôt eux qui vont aller chercher du matériel, puis ensuite faire le package entre le livre, les scénaristes et le ou la réalisatrice. Alors qu'au cinéma, même si... heureusement, d'ailleurs, les producteurs sont assidus à tout ce que la SELF a pu mettre en place. Mais en réalité, dans la réalité des faits, c'est la majorité du temps un réalisateur ou une réalisatrice qui est prescripteur. Pourquoi? Parce qu'on est dans un système non anglo-saxon. Ce n'est pas pareil en Angleterre, mais c'est pareil quasiment dans la totalité de l'Europe, sauf en Angleterre. Ce sont un producteur qui prend des droits sur un bouquin
a très peu de chances de trouver le bon réalisateur ou la bonne réalisatrice au bon moment dans le parcours. Quand je dis au bon moment, c'est qu'à partir du moment où on prend une option, on a un compte à rebours. Donc, si on n'a pas déjà le réalisateur ou la réalisatrice, on va payer des mois d'options pour rien, quitte à peut-être ne même pas trouver dans le laps de temps qui est imparti. Et ça passe très vite à ce moment-là, le temps. Voilà, exactement, ça va très vite. Et d'ailleurs, il y a des éditeurs qui aujourd'hui, pour des raisons qui leur appartiennent et que je peux comprendre, ne veulent plus céder d'options à des producteurs de cinéma s'ils n'ont pas déjà un réalisateur ou une réalisatrice attachée. Parce qu'ils savent que voilà, ça va bloquer les droits pendant un certain nombre de temps, ça va décourager certaines personnes qui pourraient avoir déjà le bon package parce qu'ils vont appeler ou alors dire il y a une option qui est prise et ils vont se dire oh là là, bon ben voilà, c'est trop tard, c'est fini, etc. Alors que c'est faux. Là aussi, il faut que les gens qui ont envie d'adapter et qui nous écoutent l'entendent. Quand vous avez vraiment envie d'un ouvrage, en fait, vous avez 3 réponses. Les droits sont libres, et donc là, il faut que vous soyez prêt à faire une offre. Les droits sont optionnés, et vous pouvez sortir votre mouchoir, mais ce n'est pas la peine de pleurer, parce que dans la majorité du temps, il y a une chance que vous puissiez quand même optionner le livre une fois que cette option va être tombée et elle ne sera pas levée. Et la troisième chose qui là est plus douloureuse pour vous, c'est les droits sont achetés, parce que là, vous savez qu'a priori, vous ne pourrez pas les acquérir. Mais surtout, ne pas se décourager quand on entend qu'il y a une option qui est prise, parce que, Nathalie l'a dit, mais c'est une réalité, pas toutes les options, loin de là, sont levées. Donc, il y a encore une chance, quoi. Mais du coup, c'est vrai que les éditeurs se disent, bon, ça va décourager mais des potentiels clients qui auraient déjà la capacité d'avoir un réalisateur à leur côté. Et de fait, c'est compliqué de trouver un réalisateur ou une réalisatrice au bon moment, qui est le bon pédigré pour relever le défi. D'autant que les réalisateurs et les réalisatrices dans la plupart des pays européens ont leur propre projet et donc ils n'ont pas l'habitude encore d'être sollicités sur une commande. Commande qui, jusqu'à présent, était relativement mal vue. Ça évolue aussi. Dans les bonnes évolutions en faveur de l'adaptation, c'est que quand autrefois on toquait à la porte d'un réalisateur ou d'une réalisatrice avec un livre, ils se disaient, oui, bon, c'est sympathique, c'est intéressant de voir comment les gens projettent quelque chose que je pourrais faire. Mais il y avait très peu de chances que ça arrive. Aujourd'hui, c'est davantage pris au sérieux. Donc, ça va ouvrir les portes à plus d'adaptation. Et est-ce que cette évolution naturelle, enfin naturelle ou pas naturelle, mais cette évolution de la perception par les professionnels, les réalisateurs, les auteurs, de l'incroyable vivier qu'il y a dans le livre, est-ce que c'est ce qui explique aussi l'évolution de la part des éditeurs ou d'intermédiaires, entre guillemets, comme toi, Isabelle, sur une meilleure communication entre les catalogues des éditeurs et les désirs des professionnels pour être en capacité de créer ces passerelles. Je pense notamment au fait qu'on a vu se multiplier ces dernières années, et Isabelle, tu y as participé d'une certaine manière, le fait que les éditeurs font maintenant très facilement et très régulièrement la promotion à travers des newsletters pardon, à destination des professionnels et envoyés aux professionnels, qui sont une sorte de présélection de certains ouvrages, parfois résumés en un pitch qui est déjà orienté un peu vers une possible adaptation et qui évidemment facilite l'accès à des professionnels. Moi, le premier comme scénariste, je n'ai pas le temps de lire tous les livres qui sortent, loin de là. Et donc, du coup, c'est évidemment un filtre, un tri qui peut être extrêmement bénéfique dans l'accès que des professionnels auront à la matière littéraire. Moi, je peux te répondre que par rapport au travail que je fais, puis Nathalie répondra par rapport aux éditeurs. En fait, moi, je suis exactement à l'opposé, c'est-à-dire que je pars du désir exprimé d'un réalisateur ou d'un producteur ou d'un binôme, et je ne travaille que si je suis mandatée par ce binôme ou par un réalisateur tout seul, une réalisatrice toute seule ou un producteur tout seul, pour leur trouver quelque chose à partir d'un cahier des charges. Donc, en fait, moi, je pars du désir de genre du cinéma ou de l'audiovisuel pour aller vers les livres. Donc, nécessairement, mes interlocuteurs privilégiés, c'est les gens qui sont chargés de droit puisqu'ils connaissent leur catalogue, mais ça peut être aussi ma propre, puisque maintenant j'ai commencé à faire ça moi en 1993, donc j'étais assez pionnière, donc c'est ma propre base de données où déjà j'ai des pistes et ensuite c'est véritablement un jeu de pistes. C'est passionnant, hasardeux, parce que c'est un peu
moi, j'ai toujours l'impression d'être une marieuse, enfin, la même chose qu'une agence matrimoniale. Donc, j'ai des critères, je préfère qu'elle ait tel genre d'âge ou qu'il ait telle profession ou qu'il soit blond ou brun, etc. Et donc, c'est un peu plus complexe avec le livre, parce qu'il y a plus de critères qu'avec les êtres humains. Mais voilà, et on tâtonne, on finit par trouver. Quelquefois, d'ailleurs, on finit par ne pas trouver, mais l'errance a fait que les gens qui nous ont mandatés trouvent eux-mêmes, en fait. Vraiment, c'est un jeu de pistes. Et du coup, je ne m'engage absolument pas dans la recherche si je n'ai pas un mandat et ces mots-clés. Et elle va en parler, au contraire des éditeurs qui envoient spontanément et leur newsletter et quelquefois des ouvrages. Je dirais que là où on se rencontre positivement, c'est que quelque part, trop de choix nuit au choix. C'est comme partout. Hein. C'est aussi pour ça qu'il y a besoin je ne sais pas si c'est des intermédiaires. Moi, je me vois comme un éclaireur, hein, comme une passeuse, hein, comme un passeur. Donc, quelqu'un veut adapter, c'est plus que la forêt amazonienne, hein, ce qui a comme potentiel livre devant eux qu'ils n'ont pas lu, qu'ils ont lu mais dont ils ne se souviennent pas, ou qu'ils connaissent mais dont ils ne savent pas que les droits sont libres. Et du coup, ils ne savent pas par où commencer. Et donc, à la limite, moi, je tends ma lampe de poche et ils continuent tout seuls ou avec moi le chemin. Et je suis relayée par les éditeurs et en général, d'ailleurs, les ayants droit, qui sont d'ailleurs pas toujours les éditeurs. Nathalie l'a dit, c'est une particularité française que ce soit pratiquement toujours les éditeurs qui détiennent les droits audiovisuels, mais ça peut être les auteurs eux-mêmes, ça peut être un agent littéraire, ça peut être un avocat. Sur les très très gros auteurs comme Georges Simenon, par exemple, c'est un avocat de Genève qui gère tout, et bon courage quand vous voulez aller négocier avec lui. Ça m'est arrivé 5 fois, j'espère pas une 6e fois. Voilà, donc tout est possible. Et après, bon, on connaît la chanson après, hein, mais selon les interlocuteurs, le pire, par exemple, étant de négocier avec le veuf ou la veuve d'un auteur dont on ne sait jamais si elle veut vraiment préserver l'œuvre de la personne qu'elle a tant aimée ou si elle veut qu'on rajoute un 0 sur le chèque. On parle aussi quand même d'argent dans tout ça. Hein. Et du coup, je préfère infiniment, même si je ne négocie pas vraiment frontalement, mais avoir affaire à des gens dont c'est le métier de négocier des droits dans les maisons d'édition qu'à Madame Veuve machin chose ou Monsieur Veuf machin chose ou les enfants, parce que là, c'est vraiment une galère. Donc voilà, donc il y a tout ce genre de choses qui, au fur et à mesure, constituent je dirais le savoir-faire de ce que j'appellerais pas un intermédiaire, parce que je n'appuie pas sur un bouton de mon ordinateur. C'est vraiment du sur-mesure. Et il y a des missions que je refuse parce que je ne comprends pas la demande et je ne comprends pas l'univers du réalisateur ou de la réalisatrice. Et je me dis que, certes, je vais être payée, mais ça va être déceptif et je n'ai pas envie. Voilà. Et dans le cadre et c'est pour faire un lien avec la réponse que Nathalie apportera à ces questions, j'ai souvenir aussi d'une discussion ouverte que tu avais initiée, que vous aviez sans doute initiée d'ailleurs toutes les deux à l'issue qui est du polar, enfin d'un polar en série, une rencontre avec justement des représentants d'éditeurs et ceux qui gèrent les droits audiovisuels en matière de série, qu'est-ce qui fait série potentiellement dans un livre et qui était, de ce que j'en avais perçu, puisque j'y avais participé, qui était une manière d'essayer d'apporter un point de vue d'un auteur sur des gestionnaires de droits et sur comment mieux soit choisir pour présélectionner dans le catalogue, soit vendre, enfin présenter aux professionnels pour mieux les convaincre. Je vais juste dire une chose qu'elle ne dira pas parce qu'elle est trop modeste, mais ça, c'est vraiment ce que Nathalie a su apporter, en plus de s'investir dans des événements, les créer ou rejoindre des événements. Elle a su, je dirais, imposer, parce qu'au début, ce n'était pas évident, à des éditeurs qui étaient plus ou moins sur deux, mais qui parfois étaient très sur deux, d'avoir comme ça, comme une espèce de formation continue, leur permettant de capter ce qui évoluait aussi dans nos professions, dans nos industries. Et ça, c'est vraiment Nathalie qui a su instaurer ça. Donc, moi, j'y participe ou j'y participe pas, ça dépend des événements. Mais tu as raison. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que quand on exprime ça à des éditeurs, nous aussi, on réfléchit sur nos pratiques, où on n'a pas le temps d'habitude de le faire. Et du coup, on est obligé de verbaliser des choses sur lesquelles, d'habitude, on ne prend pas de recul. Donc, je te laisse la parole, mais c'est vraiment Nathalie qui a su proposer et imposer. Proposer à nous de venir faire ce genre de... Hein, et imposer aux gens d'y participer. Et ça a véritablement tout changé dans la capacité de se comprendre, en fait. Hein. Et je me souviens, c'était au tout début, comme le disait Isabelle,
quand on a décidé de bâtir quelque chose autour de la série, c'était en 2015, je crois. Il n'y avait rien, il n'y avait absolument rien sur la série et on a été des précurseurs, je pense, vraiment de ce format. Et pour autant, on ne savait pas trop dans quelle direction aller, puisque spontanément, les éditeurs considéraient qu'était adaptable en série un ouvrage sériel, plusieurs volumes, etc. Et là, excuse-moi, mais je vais te renvoyer la balle, ma chère Isabelle. Ça, c'est à Isabelle qu'on le doit aussi, d'avoir travaillé, presque théorisé. Je dis presque parce que c'est pas tout à fait ça, c'est plus souple qu'une théorie. Alors, défini, travaillé à qu'est-ce qui fait qu'un ouvrage unitaire peut être transposé dans une série à la télévision. Et là, il y a vraiment eu un travail de création d'Isabelle et d'initiative film, parce qu'on démarrait de rien, en fait. Et on a beaucoup avancé, et on a effectivement appris en marchant au fil des différentes éditions pour essayer, et ça s'est vu aussi dans les candidatures, parce qu'au début, les candidatures qu'on avait, c'était soit des œuvres en 15 volumes, soit des œuvres qui n'étaient absolument pas transposables au cinéma, mais en série. Et aujourd'hui, on a des œuvres avec un personnage extrêmement fort, ou une œuvre chorale, beaucoup changé, en fait. Ça a beaucoup changé. Et du coup, vous avez vraiment l'impression que dans le rapport à la série en particulier, tout votre travail a infusé de telle manière qu'aujourd'hui, les éditeurs abordent de manière plus éclairée l'analyse de leur propre catalogue pour être en mesure de faire des propositions plus pertinentes auprès des professionnels? Il y a encore du travail, hein. Mais Oui. ça a beaucoup progressé, ça c'est clair. Oui. Et du coup, je vais rebondir sur la question de la formation globale. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a aussi conduit à avancer avec la SELF quand on m'a sollicité, c'est que j'ai fabriqué, je ne sais pas comment on dit, j'ai inventé 4 formations dédiées à l'adaptation. La première, c'était en Italie du Sud il y a 18 ans. Ensuite, c'était en parallèle d'une manifestation littéraire qui s'appelait Étonnant Voyageur et qui à l'époque était à Bamako. Enfin, c'était un dérivé de Étonnant Voyageur, Saint-Malo, qui était à Bamako, au Mali. Et on m'a demandé d'essayer de faire une manifestation parallèle sur l'adaptation que j'ai fait pendant 4 ans, qui s'appelait Étonnant Scénario. Bon, ce n'était pas dément comme nom, mais ce n'était pas moi qui étais au copyright. Je préfère Shoot the Book, mais bon, ce n'était pas de moi non plus d'ailleurs. Donc, pendant 4 ans, et là, ce qui était très intéressant, c'est que en fait, je suis partie avec des préjugés des gens pourtant qui ont financé l'aventure, qui m'ont dit les Africains de l'Afrique subsaharienne ne veulent pas adapter. Et allez savoir pourquoi, faites un atelier, on verra. Et en fait, bien entendu, la question, elle était pareille qu'avec les jeunes réalisateurs, ils n'avaient pas les moyens d'options qui étaient pratiquement détenus systématiquement par des éditeurs parisiens. Et donc, qui, évidemment, par rapport à un Malien, un Sénégalais, un Congolais, devenaient pour eux des montagnes. Bon, après, ils sont devenus, en tout cas, les premières promos, les réalisateurs aujourd'hui qui sont à Cannes, donc ils ont les moyens de leur ambition, mais c'est vrai que c'était un peu étrange. Et puis après, j'ai été faire une annexe au Torino Film Lab, qui est donc la grand mec des labs européens, qui s'est appelé Adapt Lab, que j'ai tenu pendant 7 ans. Et puis après, j'ai fait un autre tout petit module, parce que quelque part, small is beautiful. Et c'est vrai que je me rends compte à chaque fois que dans ces formations, j'ai systématiquement invité les éditeurs, et c'est des formations pour des gens de cinéma, et que voilà que peut-être aujourd'hui Torino Film Lab me demande d'essayer d'inventer un Adapt Lab série. Donc voilà, donc on sent que la formation, c'est ça aussi qui nous aide à grandir ensemble, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas la science infuse. Le cinéma, c'est un art nouveau. La série, c'est un art quasiment qui vient de naître. Donc, dans cette façon-là, en tout cas, parce qu'on avait le feuilleton quand même. Hein. On n'est pas non plus complètement né de la dernière pluie. Et du coup, voilà, il faut qu'on réfléchisse ensemble, il faut qu'on travaille ensemble. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Alors,
tout ce que moi j'ai cité, c'était que des choses à l'international. Peut-être il y a des choses aussi à faire en région. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, on était en région Grand Est, Nathalie et moi. Et parce que voilà, enfin, on peut travailler en région, ce qui quand même en France est une nouveauté, quoi. Et quelle forme ça peut prendre justement un travail en région, parce que c'est automatiquement un marché entre guillemets plus restreint. Et comment vous voyez Mais au les départ, améliorations possibles? la question du marché, elle est toujours ouverte en fait, parce que c'est pas parce qu'on est en région que les artistes de la région, les livres de la région vont rester dans la région. Enfin, je veux dire, on peut Sûr. très bien imaginer des récits portés, des récits pourtant ancrés dans une géographie qui intéressent des producteurs ailleurs et des financiers d'ailleurs, ou qui sont transposables, encore une fois. Je pense que ce qui est important, c'est de sécuriser. D'ailleurs, je crois que j'ai fait une formation à l'île de la Réunion il y a quelques années, il y a 15 ans, sur l'adaptation. L'idée, c'était de se dire, voilà, déjà, comment les acteurs locaux, éditeurs, écrivains, hein, n'oublions pas les écrivains, scénaristes, producteurs, réalisateurs, peuvent réfléchir ensemble à la question d'adaptation. Est-ce qu'ils se sentent concernés? C'est exactement ce que j'ai fait à Bamako. Hein, donc, au début, on a apporté des livres français et puis après, on a pris des livres africains et de réfléchir à qu'est-ce que ça voulait dire, comment on allait porter à l'écran, pourquoi. Et du coup, le terreau est né en fait. Il faut toujours partir d'un terreau, il faut fertiliser la terre si on veut que ça pousse. Donc, les workshops, les ateliers, ils sont là pour fertiliser la terre. Et après, ça pousse pas, ça pousse sans nous. L'idée, c'est vraiment que tout le monde, tous les acteurs de l'adaptation comprennent les enjeux, en fait. Pour les régions, effectivement, le gros besoin, il est en formation. Avant toute chose, en région, on est face le plus souvent, pas toujours, mais le plus souvent, à des structures d'édition qui n'ont pas le temps ni l'expérience pour faire de l'adaptation. Donc, ça suppose une formation des éditeurs déjà pour les aider à trouver au sein de leur catalogue les œuvres qui ont un potentiel d'adaptabilité. Et puis une formation aussi juridique au contrat, et c'est vraiment le binôme qu'on a fait avec Isabelle dans la région Grand Est. Et c'est intéressant parce que les producteurs sont de plus en plus demandeurs d'œuvres, de pépites qui peuvent justement se trouver dans des catalogues qu'ils ne connaissent absolument pas. Mais l'aspect formation est vraiment prégnant parce que sans ça, c'est un peu comme voilà, jeter une bouteille à la mer. Donc, Ah, on t'entend plus? non. On t'entend plus? Non. Non, ah, c'est fini là, tu vois, on nous a coupé l'antenne. Non, on n'entend rien. Non, c'est étrange, on te voit parler, mais on est assez frustré, on ne t'entend pas. Et tu nous entends, toi? Oui, Ah ouais. pas du tout. Bon, eh bien, on va Donc, on continuer, continue, on enchaîne. Bon, en tout cas, pour finir le volet des formations, en fait, l'idée n'était jamais de former des gens à voilà un livre, comment on fait. C'est vraiment toute la chaîne, c'est-à-dire comment on repère un livre à adapter, comment on apprend si les droits sont libres ou pas, comment on négocie, là je parle pour les gens de l'audiovisuel, comment on négocie des droits, qu'est-ce qu'il faut avoir dans sa besace avant de frapper à la porte d'éditeurs. Est-ce que vous m'entendez là? Ah, voilà. Oui. Voilà. Pardon, continue Isabelle. Non, après, c'était une fois que comment on doit anticiper, parce que comme on le disait tout à l'heure, dès qu'on a signé, le compte à rebours est là, donc il vaut mieux signer quand on a déjà quand on sait déjà qui va être le ou les scénaristes, qui va, voilà. Et après, comment le travail s'opère, à partir de quand
on doit oublier le livre, parce que c'est quand même ça aussi, toi tu es scénariste, tu vas expliquer ça bien mieux que moi, oublier le livre pour que ça prenne vraiment sa forme scénaristique. Qu'est-ce que ça veut dire que trahir le livre? Qu'est-ce que ça veut dire que le droit moral de l'auteur du livre? Voilà, donc tout ça, c'est ça qu'on apprend en formation pour le jour venu, quand on aura décidé de le faire, pouvoir être équipé en fait. Parce que aussi, on s'aperçoit que, pour reprendre l'idée de pourquoi l'adaptation, ce n'est pas encore tout le monde qui y pense, parce que les gens pensent qu'ils ne sont pas compétents. Ils ne savent pas comment s'y prendre. Un producteur, un auteur, un réalisateur, il ne sait pas comment s'y prendre. Donc, quand on va dans une formation pour l'adaptation, même si on n'a pas l'idée d'adapter immédiatement, on sait que c'est une corde de plus à son arc et que le jour venu, on saura comment s'y prendre. Et dans ce cas-là, du coup, c'est parce que toutes ces réflexions sont évidemment intéressantes dans la perspective ici de la Polynésie, où il y a, ce que tu disais tout à l'heure, un terreau évidemment non seulement d'auteurs, de livres, d'éditeurs, de professionnels de l'audiovisuel. Et une des raisons de cette conversation, c'est aussi d'amorcer une réflexion ici, en tout cas, sur comment développer cette dimension-là. Et j'y participe puisque j'anime la semaine prochaine un atelier avec des participants justement sur l'adaptation de textes présélectionnés ici au sein des textes édités par des éditeurs polynésiens. Et donc, c'est intéressant de vous entendre parler de votre expérience sur des territoires plus restreints qu'un territoire comme la France, avec des marchés comme le Festival de Cannes. Et donc, évidemment, c'est plein d'enseignements pour faire avancer les choses ici. Oui, puis il ne faut pas chercher à amener Par exemple, moi, quand j'étais à Bamako, j'ai fait venir Paolo Lins qui avait écrit La Cité de Dieu. Parce que je ne voulais pas faire venir à Bamako, avec tout le respect que je peux avoir pour des grands réalisateurs français et des grands livres français, Patrice Chéreau, adaptant, parce que ça, je trouvais qu'il ne pouvait pas se projeter dans ce genre d'aventure. Alors que quand Paolo Lins est venu expliquer, bon, j'ai eu beaucoup de mal à trouver une traductrice, un traducteur du brésilien au français à Bamako à l'arraché, mais bon, j'ai quand même réussi. Et c'est vrai que quand il venait expliquer qu'il venait des favelas, comment le livre est né, comment le film s'est fait, etc., ben, il se disait, ben, si Paolo Lins a fait, on peut le faire aussi. Et je pense qu'il faut surtout arrêter d'être ethnocentrique. Bon, c'est pas trop difficile parce que je travaille quasiment qu'avec l'étranger. Mais c'est aussi souvent le problème des Français de la capitale en plus, qui ont cette attitude face à, dès qu'ils bougent de territoire, que ce soit territoire francophone, français ou une région, ils ont tendance à donner des exemples qui ne parlent pas à ce territoire. Et du coup, au lieu de favoriser l'adaptation, ça freine encore plus le processus. Donc, je pense que ça, c'est une des choses qui est déjà très intéressante par rapport aux… Alors, bien sûr, faire venir John à Tahiti, c'était un peu plus compliqué, mais maintenant, on a Zoom, même si c'est très frustrant pour nous de ne pas être avec vous. Et du coup, il faut avoir recours à comme ça, à des témoignages de gens qui ont fait des expériences qui peuvent parler directement au lieu où on fait l'atelier, en fait. Alors, il y a un autre aspect aussi, on parlait des outils, on parle de la formation, mais aussi des outils. Je pense que c'est important aussi que les éditeurs et les producteurs de la Polynésie sachent que la SELF réfléchit très, très sérieusement à bâtir une base de données. C'est-à-dire, Franck, quand vous parliez tout à l'heure des newsletters, les newsletters, elles arrivent par dizaines. C'est-à-dire qu'après, il est aussi difficile de faire son choix dans des newsletters qui elles-mêmes… Il faudrait une newsletter qui synthétise les newsletters. Oui, c'est ça. Non, et là, on ne va pas avoir une newsletter qui synthétise les newsletters, mais on va avoir une base de données qui va être faite de toutes les candidatures à tous les événements de la SELF et qui va pouvoir aussi être alimentée directement par des éditeurs. Donc, les éditeurs, ça veut dire les grosses structures d'édition, mais ça veut dire aussi les petites structures d'édition qui, à l'appui d'une formation, vont pouvoir mettre en ligne sur cette base de données des ouvrages qui sont adaptables. Et là où ce sera intéressant pour les producteurs, c'est qu'ils pourront, à travers un moteur de recherche assez approfondi, on va travailler sur l'algorithme de manière à pouvoir avoir un moteur de recherche multicritère, on va avoir une recherche extrêmement affinée et plus rapide dès lors que le producteur a une idée assez précise de ce qu'il veut,
ou alors une recherche plus large, selon la volonté de rechercher du côté des polars. On procédera par genre. Donc, je pense que ça va être un outil qui va être extrêmement intéressant dans les années à venir. D'accord, bah ça me paraît extrêmement intéressant. Peut-être une question, ce sera ma dernière, et ensuite je tendrai le micro au public, même si je me ferai automatiquement l'écho de leurs questions pour des raisons techniques. Comment vous voyez justement, en écho à ce que vous venez de dire, Nathalie, sur l'avenir proche de cette relation entre éditeurs d'un côté et professionnels de l'audiovisuel de l'autre dans les années à venir, compte tenu du contexte qui s'accélère quand même de la massification des plateformes et de l'augmentation incroyable du volume de production, et on l'espère du retour à des rythmes de production de cinéma plus normal, entre guillemets, normaux, des rythmes. Ce que je vois, ce que je constate, c'est qu'il y a vraiment, alors là, c'est pas du tout pour mettre le modèle français en exergue, parce que d'habitude, je veux dire, j'aime pas trop cette référence, mais en tout cas, c'est vrai que les éditeurs français sont probablement les éditeurs les mieux entraînés, les mieux formés à l'exercice de l'adaptation et au contact avec les producteurs. Moi, je pense que dès lors, même avec cette massification justement et cette augmentation du volume de la demande, ça va favoriser en fait à la fois les adaptations, la qualité des adaptations et la qualité des relations entre éditeurs et producteurs. Et si la relation éditeur-producteur devient plus proche, les négociations elles-mêmes seront plus aisées. Donc, c'est plutôt un bel avenir. En même temps, il faut rester quand même assez prudent, parce qu'on sait très bien que cette courbe exponentielle peut aussi redescendre, parce que là, on est vraiment dans une phase ascendante. Oui, c'est un âge d'or presque. Voilà, c'est un âge d'or. On a prononcé, là je suis à Marseille, à Série Marseille Story, et le terme d'âge d'or a été prononcé effectivement. Mais il faut rester très prudent et très humble, parce que au contraire, on a l'exigence en termes qualitatifs est d'autant plus élevée. Isabelle, une petite impression personnelle? Je dirais que ce qui est surtout important, parce qu'il reste des malentendus, mais des malentendus plutôt sur des questions de qui gagne quoi dans les métiers de l'audiovisuel, qui effectivement, comme tu sais très bien, Franck, il y a des gens qui gagnent très, 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 très bien leur vie dans le cinéma, et d'autres qui la gagnent très, 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 très mal, et y compris des producteurs qui font des choses bien et depuis longtemps. Et du coup, je pense qu'un des avantages de tous ces événements, c'est que les deux professions se parlent hors du moment crucial de la négociation. Parce que quand on négocie, on se crispe, puisque les uns veulent plus d'argent pour une chose que les autres veulent payer moins cher. Et du coup, c'est difficile pour chacun de comprendre bien quelle est la marge de manœuvre de l'autre. Or, quand on se rencontre sans avoir quelque chose à négocier, on comprend la réalité de l'autre. Et on comprend que si tout à coup l'autre vous fait cette proposition-là, c'est qu'il ne peut pas faire plus. Peut-être il va essayer de faire plus, mais il ne peut pas faire plus momentanément. Alors après, s'engage la question de est-ce qu'on privilégie la proposition artistique que l'on nous fait à la proposition économique. Et moi, ma seule inquiétude, et je sais pourtant si j'ai des bonnes relations avec des gens qui représentent des groupes, c'est que la logique de groupe, mais ça c'est plutôt sociétal que juste sur les éditeurs, quand autrefois on négociait avec un petit, ou pas petit, mais éditeur indépendant, effectivement, la discussion sur l'artistique, sur la bonne volonté, si je puis dire, et la possibilité que les choses se fassent peut-être plus avec ce producteur-là qui est pourtant pas le plus gros, qu'avec celui-là qui va mettre ça finalement au fond de la pile et pas vraiment s'en occuper, était vraiment au cœur des débats.
Aujourd'hui, je ne suis plus sûre parce que les groupes ont des tels volumes qu'ils ont besoin de faire du chiffre. Et c'est la seule chose qui m'inquiète un peu, avec avec effectivement le bémol que je connais aussi les gens qui s'occupent de ces groupes et je sais que c'est des gens raisonnés, raisonnables et très professionnels, mais j'ai un peu peur de ça. Et c'est la raison pour laquelle je trouve absolument formidable l'idée que la Self accueille de plus en plus d'éditeurs indépendants qui sont le pendant des producteurs indépendants, parce qu'il y a aussi des groupes dans l'audiovisuel et tu sais si ça se regroupe aussi de ce côté-là, parce qu'il faut absolument que, je dirais, l'adaptation soit accessible à toutes les bourses. Alors évidemment, quand on est un jeune producteur et qu'on fait son premier nom, on ne va pas acheter un Albert Camus. Hein. Déjà, je ne sais pas qui peut acheter Camus, mais bon, peut-être des gens. Mais donc, il faut être raisonnable aussi par rapport à ça, à ce qu'on veut acheter comme droit. Mais ça, c'est vraiment important que le dialogue continue pour que les clichés réciproques sur les professions diminuent. C'est une question d'autant plus importante que la série interroge la valeur, entre guillemets, économique des droits d'un livre de manière encore plus spécifique, dans la mesure où il est fréquent que la matière littéraire offerte par un livre ne porte pas sur l'intégralité de la matière d'une série et qu'évidemment le travail de création sur une saison ou sur plusieurs saisons va largement dépasser le simple cadre du livre et de l'œuvre préexistante, même si évidemment elle s'en inspire, elle s'en nourrit, mais que donc la valorisation précise dans une négociation de la valeur des droits du livre dans le cadre d'une série est une vraie question et qui me semble, pour connaître le dossier, dans la mesure où je suis aussi producteur et où je me retrouve aussi à négocier des droits sur des projets de série, il est absolument vital que les interlocuteurs côté éditeur aient conscience de la réalité de ce que c'est qu'un travail d'adaptation pour une série, pour que le dialogue sur la négociation et la valorisation des droits se fasse entre personnes qui se comprennent et qui peuvent donc avoir un dialogue fructueux. Je suis d'accord. Il nous reste pas beaucoup de minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, j'ai une question. Pardon, je vais vous demander de vous approcher de parler au micro, même si vous ne serez pas dans l'image, mais comme ça, on vous entendra bien. Est-ce que les œuvres françaises peuvent vraiment percer de nos jours dans un monde où les plateformes de vidéo en ligne sont exclusivement anglo-saxonnes et la majorité de ce qu'on y trouve aussi? J'ai une réponse à ça. Elle est Lupin. oui. La réponse est oui, 1000 fois oui, parce que en juin dernier, il y a un décret qui a été publié et qui oblige toutes les plateformes à investir des fonds conséquents dans la production française. Voilà. Donc la Non, mais réponse. alors, sinon, par rapport à l'œuvre et la transposabilité, un producteur d'Hollywood, à partir du moment où il peut accéder au livre, donc il est traduit en anglais, il n'en a rien à faire que le livre soit français, javanais ou suédois. Si on se souvient bien, La planète des singes, c'est un livre français. Le pont de la rivière Kwai, c'est un livre français. Un long dimanche de fiançailles, c'est un livre français. Bon, c'est aussi un auteur français, vous allez me dire. Mais c'était détenu par la Warner. Donc, sincèrement, la nationalité du livre importe peu aux producteurs états-uniens. Et je dirais même qu'ils sont bien contents quand ils trouvent chez les Frenchies un bouquin qui va coûter beaucoup moins cher que beaucoup moins cher. américain. Donc, ça n'est vraiment pas la problématique pour que le livre européen, parce que moi, je m'en fiche des Français finalement, le livre européen puisse séduire le marché des plateformes majoritairement états-uniennes, vous avez raison. Eux, ce qu'ils veulent, c'est une bonne histoire à laquelle ils peuvent avoir accès. Donc, la vraie question, et là, c'est aussi une chose à laquelle on travaille avec la SELF, la vraie question, c'est la traduction en anglais. Voilà. Si on veut que les ouvrages francophones puissent être adaptés en série ou en film par des plateformes, l'accessibilité de ces ouvrages via la langue anglaise est la condition sine qua non. Oui, et alors moi, j'ajouterais… Pardon. Vas-y, je t'en prie. Ouais. J'ajouterais aussi quelque chose d'intéressant, c'est que quand, par exemple, les éditeurs négocient soit directement avec Netflix, soit avec des producteurs qui vont ensuite vendre le programme à Netflix,
on n'a pas accès, les éditeurs n'ont pas accès à la, je dirais, à la direction centrale de Netflix, mais uniquement à la filiale française qui développe des programmes destinés au public français. Donc, on a une localisation assez étroite. Donc, ça répond d'une certaine manière à votre question. Vous disiez, oui, il est difficile pour les éditeurs de négocier les droits d'un ouvrage qui serait diffusé aux États-Unis. Ça, c'est plus difficile. Mais pour autant, les plateformes elles-mêmes sont très demandeuses de contenu français et donc d'adaptation tirée d'œuvres françaises. Oui, c'est même devenu, non pas une mode, mais d'abord une nécessité. Et puis quand on voit les cartons que les plateformes ont fait, Netflix, la première, avec des séries non américaines, en langue non anglaise, que ce soit Squid Game récemment, le succès de Lupin, le succès de Casa de Papel, ils sont aujourd'hui extrêmement demandeurs de très bonnes idées et de très bonnes séries, quelle que soit la langue, et donc quel que soit potentiellement le livre d'origine. Et par ailleurs, pour rajouter à ce que disait Isabelle, parce que je connais un peu la question aussi pour avoir une société aux États-Unis et passer un certain temps à Los Angeles, et y compris en essayant de dénicher des œuvres françaises qui pourraient voyager, c'est que les Américains, à partir du moment où il y a une bonne idée, ils se contrefoutent de savoir quelle est sa nationalité. Quand on regarde Snowpiercer, qui est une série qui est faite, qui fonctionne en ce moment, qu'on est à sa 2e ou 3e saison, il y a eu un film au départ, mais le film au départ, il est adapté d'une BD française des années 70. Donc l'idée, elle est géniale et quel que soit le nom dessus, elle suit sa carrière internationale. Et tu citais La planète des singes ou les grands films hollywoodiens qui sont aussi adaptés de livres à l'origine française ou en tout cas en français. Une autre question, bien que notre temps soit pratiquement imparti, enfin les délais sont... Une autre question. Ah, une autre question. Ouais, bonjour. Petite question, c'est les diffuseurs dans cette histoire. En fait, de ce qu'on a compris, c'est que ça paraît évident que si on adapte un livre, on prend les droits d'un livre aujourd'hui, les tendances des diffuseurs dans 5 ans, ça ne rentre pas en compte. Donc, ça tend à penser que les diffuseurs regardent le projet comme n'importe quel autre projet. Mais est-ce qu'il y a des critères quand même? Par exemple, le succès d'un livre ou ou la diffusion, le nombre de... Est-ce que ça rentre en compte pour le diffuseur, ça? Oui, alors je vais juste dire, pour qu'on se comprenne bien, le diffuseur, c'est pour l'audiovisuel et le distributeur, c'est pour le cinéma. Et avant que les distributeurs pour le cinéma rentrent en ligne de compte, on a tout un aéropage de commissions à passer qui finance l'écriture, le développement, la pré-production, la production, etc. Et c'est de ces gens-là que moi je parlais tout à l'heure, qui nous rétorquent la question du marché. Et ça ne même pas des distributeurs, c'est des gens qui sont des commissions, alors qu'on est au début du développement et que pour le cinéma, c'est un peu plus rapide en télévision, pour le cinéma, il nous faut des années pour développer. Les diffuseurs, c'est autre chose. Hein. C'est des gens qui sont là au départ et à partir du moment où ils s'engagent, sauf accident de parcours, ils vont diffuser. Donc, la question de la tendance n'est pas la même en télévision et en cinéma. Et qui financent quasi 100% de la série ou de l'œuvre. Mais néanmoins, derrière la question du diffuseur, il y a la question du succès préalable d'une œuvre littéraire. Absolument. L'intérêt éventuel. Ça, c'est pas... Il n'y a vraiment pas de règle, en l'occurrence. Évidemment, un ouvrage qui a eu un grand succès de librairie va intéresser des producteurs. Il n'est pas rare que le Goncourt, en tout cas les derniers Goncourt en sont l'exemple, sont adaptés. Les droits de l'Anomalie ont été cédés à un producteur. Il y avait Chanson douce aussi de Leila Slimani. Voilà. Donc oui, c'est un critère pour un producteur, mais c'est loin d'être le seul. Et il y a aussi pas mal d'exemples d'ouvrages qui n'ont pas eu le succès de librairie qu'ils auraient mérité et dont un producteur est tombé fou amoureux et l'a adapté ensuite. Donc, je dirais que le marché des best-sellers, c'est un marché à part, hein, c'est un précaré. Donc il y a des gens qui de toute façon ne vont s'intéresser
qu'à des best-sellers ou à des prix littéraires. Absolument. Mais bon, d'abord, il faut en avoir les moyens parce que forcément, et c'est tout à fait légitime, on achète plus cher un Goncourt qu'un autre ouvrage, et a fortiori un best-seller. Mais véritablement, c'est un monde à part, en fait. C'est quasiment toujours les mêmes producteurs qui achètent les livres couronnés. Donc, et ça reste épiphénoménal, en fait. Mais bien sûr que ça joue. Et bien sûr que quand on négocie, on va nous dire « Ah, ce livre a été réédité 5 fois et il a vendu tant et il est traduit en 3 langues. » Donc, bien sûr que ça joue et c'est tout à fait légitime que les éditeurs mettent ça en avant pour essayer d'obtenir plus d'argent. Mais c'est rarement la raison pour laquelle les gens frappent à la porte d'un éditeur pour prendre le titre en question. Et par ailleurs, aucun succès en librairie n'a jamais garanti aucun succès en Absolument. salle ou à Non, l'antenne. Mais mais rien ne garantit d'ailleurs, rien ne garantit rien. Donc c'est tout à fait normal. Ni le plus gros cast, ni. Et oui, rien, ça Voilà. reste magique. Donc, ça reste... Exactement. Et pour autant, c'est toujours ce qu'on nous objecte au cinéma. Et en même temps, c'est ce qui est fascinant dans ce métier, c'est que finalement, personne n'a la recette, sinon on serait tous riches. Et puis quand il s'agit justement d'un best-seller, le problème, c'est qu'il peut y avoir une grosse concurrence dans les propositions de producteurs. Donc, ce n'est pas forcément très agréable de se retrouver en concurrence avec 5 ou, je me souviens, avec Polar en série. Le titre qui avait eu le prix Polar en série a reçu 10 propositions de producteurs. Donc, ce n'est pas toujours aisé d'être en concurrence avec d'autres pour acheter les droits d'un titre. On a dépassé notre temps. Est-ce qu'il y a une... Non, alors écoutez, on va terminer là. Je voulais juste terminer sur une toute petite anecdote. La fois où j'ai participé au jury de Polar en série, je me souviens qu'on avait été on avait eu des discussions, mais j'avais la chance qu'on couronne le livre qui non seulement était le mieux écrit, mais qui était le plus intéressant à adapter. Mais on avait eu des discussions acharnées et hyper intéressantes sur un livre dont on adorait l'idée, mais dont on se disait que ça ne pouvait absolument pas faire une série, puisqu'il fallait faire exactement l'inverse que ce qu'il y avait dans le livre, mais néanmoins, on l'avait primé parce que justement, le livre, par son récit, et même par l'idée de l'adapter complètement à l'inverse de ce qui avait été fait, avait de toute façon été le déclencheur d'une envie de série. C'est pour dire que l'envie d'un auteur de transformer un livre en une œuvre audiovisuelle, que ce soit un film ou une série, et de toute façon va bien au-delà de ce qu'il y a concrètement dans le livre. Et ce qui compte, c'est la dimension justement de rencontre. Je voulais vous remercier pour votre participation à cette conférence et pour tout ce que vous nous avez raconté, particulièrement intéressant et à bien des égards inspirants pour la Polynésie, pour le monde de l'édition et de l'audiovisuel. Et vous dire bonsoir, puisque merci d'avoir veillé pour nous. Nous, on commence notre journée, mais vous la terminez. Et donc, merci pour la fluidité de ta façon de modérer à distance, qui est véritablement compliqué pour le faire souvent. Voilà. Merci. Bravo. Merci, c'était un plaisir et bonne soirée à vous. Merci, bonne journée. Au revoir à tous. Au revoir.